voilà dans ma ville, les semelles directement dans la boue de crasse et de pluie. Dans ma ville, j'aime à le dire ainsi. Cela rend mon arrivée plus pompeuse pour l'orgueilleux que je suis. Cette ville grise et morne, qui est recouverte par la fumée dufteuse de l'usine mourante. L'âge d'or du métal en fusion fait déjà partie des images d'Épinal. Mais l'usine est toujours là. C'est par l'usine que la ville est née et s'est développée. Et c'est par l'usine aujourd'hui qu'elle agonise, s'essoufflant dans son propre jus sale et grisâtre. Sporadiquement, on retrouve ça et là les vestiges d'un passé bruyant, crasseux et ruisselant de sueur. Les cafés, jadis bondés d'ouvriers qui venaient y dépenser leur paye, sont presque tous fermés. Les commerces et les marchés qui fonctionnaient à plein vivotent à grand-peine et ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. Ici, l'acier en fusion coulait comme un sang pâteux et chaud, irriguant toute la ville et sa région. Un passé un peu sordide, mais vivant. C'est vrai, les mineurs ne creusent plus et les fondeurs ont raccroché leur tablier d'amiante. Aujourd'hui, bien sûr, peu vivent encore de l'usine, et c'est toute la ville qui se meurt. Cependant, la détonation du gaz de houille qu'on allume et qui brûle à cette cheminée pointée vers le firmament, pareil à un index accusateur, éclaire encore le ciel nocturne et lui donne une teinte rose orangée. Pourquoi revenir ? Le train ralentit. Aïe ange, 2 minutes d'arrêt, annonce la voix doucereuse et blasée. Il faut bondir, maintenant, sortir du train. Si j'hésite une seconde de plus, je resterai dans le train, pour ne pas avoir à affronter les retrouvailles avec elle. Je descends. C'est le flot de la foule, le tumulte des vies qui tournent et m'emmènent. Puis, rapidement, la nuée se dissipe, et je suis de nouveau seul sur le quai. Mes parents sont là. Comme en sa noblitude, mon père porte sa casquette de marin. Elle est faite dans un tissu brun de mauvaise qualité. Il porte également un long et épais blouson, style caban, qui le fait sembler encore plus trapu qu'en réalité. Il est rasé de près. Je ne peux pas encore réellement le voir, en fait, mais j'en suis sûr, car il en est toujours ainsi lorsqu'ils viennent m'accueillir. Ma mère arrange le col de mon cadet Michel, qui se défend, et aussitôt le remet comme il aime. François, le troisième enfant, râle encore et encore qu'on l'ait traîné ici. Il aurait préféré rester à la maison devant sa console de jeu. Cécilia, ma sœur, la plus jeune de la fratrie, est assise sur un banc. Elle attend, les yeux dans le vague, en tordant ses poignets en tous sens. Ils sont tous là, impitoyables d'attention et d'affection pour moi. Bonjour papa, bonjour maman. Eh bien, comment s'est passé ton voyage ? Pas trop long ? Questionna ma mère. Non, j'ai lu un bouquin. Bon, allez, on y va, il y en a marre d'être à la gare, c'est tout pourri ici. François s'exprime ainsi pour se donner des accents de banlieusard de télévision, et tout dans son attitude transpire la caricature. Le silence dans la voiture est aussi pesant et épais que la brume qui enveloppe les arbres torturés qui bordent la petite route qui mène de la gare à la maison. Alors ? Lâche finalement mon père. Alors. Ce si petit mot à l'accoutumée ici est gigantesque. Car la pesanteur de ces 5 lettres peut à elle seule faire voler en éclats le long silence qui visse nos mâchoires depuis notre départ de la gare. Alors, rien de très neuf. Je me lève le matin, je prends ma douche, je vais en cours, je dispense mon savoir approximatif à des élèves plus préoccupés par leur story Insta que par Pythagore. Puis il est midi, alors je vais déjeuner avec les autres professeurs, avec qui je parle d'histoire de professeurs. Ensuite, il est l'heure de retourner accomplir ma noble mission d'instruction des élèves en pleine digestion. Enfin, il est temps de repartir vers mes 30 mètres carrés qui sont d'une humidité intolérable et d'un loyer pas si modeste. Je corrige les horreurs de mes élèves, en pleine crise d'adolescence. Vient le moment de s'abandonner au sommeil, mais le lendemain arrive très vite, trop vite. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'aurais voulu leur dire. En fait, je me contente d'un « tout va bien, merci ». « Est-ce que tu t'es fait des amis ?» demande mon père. « Des amis ? Ces imbéciles ? Non, au mieux des collègues, c'est tout. Et puis j'ai pas besoin d'amis.
Ça aussi, je le pense seulement. Oui, les gens sont très accueillants. Puis je me refermais. Vont-ils encore me poser des questions? Me rendre compte que le silence que je jugeais étouffant il y a une minute est en faire une couette confortable qui permet une oisive tranquillité. Pour éviter qu'on me pose d'autres questions, je pince le gras sous le bras de François pour qu'il se mette à râler. À la suite de quoi je lâche un ricanement porcin pour me faire passer pour un attardé mental. Qui voudrait parler à un attardé mental? De cuinement en claque derrière la nuque, nous arrivons. Les phares éclairent la façade noircie de pollution de la maison. Le sort du véhicule est exigu et mes jambes sont endolories parce que Cécilia, la plus légère, a voyagé sur mes genoux. Je suis alors assailli, piqué au visage et à l'âme par un essaim d'odeur d'humus frais, d'herbes mouillées, de terre boueuse, mais aussi de bitume, de gaz d'échappement et de coqueries. L'odeur de la ville me prend par surprise et me donne le vertige. Je dois m'appuyer sur la voiture poussiéreuse pour ne pas tomber. Le cœur emballé, je franchis le seuil de la maison dans lequel j'ai grandi et dont le mur s'était inexorablement rapproché les uns des autres au fil du temps. Je cours voir si le chat est là, et je suis bien déçu de ne pas le trouver. Alors je siffle longuement pour le faire venir, mais en vain. Où est le chat? Je veux le voir. On ne sait pas, ça fait 2 jours qu'on ne l'a pas revu, me dit ma mère, en tirant ses bottes de pluie à grand-peine. Ah, le petit malin, il est encore parti voir les minettes, réplique François. Il reviendra maintenant que je suis là. Il revient toujours pour me voir, mais d'habitude il est déjà là. Puis, comme il est déjà l'heure, nous passons à table. Ma mère a cuisiné des spaghettis avec un coulis de brocoli, un de mes plats favoris, ce que François ne manque pas de souligner, en ajoutant que je suis le fils préféré. Le repas se déroule dans un relatif chahut, de questions et de réponses sans réel intérêt, mais qu'il faut subir, c'est ainsi. Et puis il faut débarrasser et balayer. C'est l'éternel problème, dit rageusement mon père. Alors, pour ne pas avoir à souffrir encore une fois le serment de circonstance, je prends sur moi de faire toutes les tâches. Ni François ni Michel ne bronchent, et ce sont en réalité très satisfaits de n'avoir rien à faire pour un soir. Quant à ma sœur, elle était partie se coucher avant même le dessert. Je guette les mouvements du dehors à travers la vitre du salon pendant 1 heure. J'espère le retour du chat. Peine perdue. Il sera là demain. Mon père, épuisé de sa journée, s'est assoupi dans le canapé de Sky. Ma mère reste éveillée à peine 5 minutes de plus. Les émissions de variété ne sont guère captivantes. Et puis de toute façon, même un film violent guerrier ne les aurait pas tenus plus éveillés. Il en avait toujours été ainsi. Le sommeil va donc tous nous prendre, un par un. Mon plus jeune frère commence aussi à sombrer. Quant à mon cadet, il est monté se coucher bien vite après le dîner, pour être bien sûr d'échapper aux corvées. Je me retrouve ainsi au milieu d'une pièce que seuls les reflets de lumière, des strass et des paillettes, d'un grand guignolesque carnaval télévisé éclairent comme les flashs d'un thromboscope à la fréquence aléatoire. Je me mets alors en tête qu'il faut retrouver mon chat. Je le vois si rarement, et pourtant il me porte tellement d'affection. Je tiens cet animal d'un camarade de faculté qui, comme moi, s'était épris des mathématiques. J'enfile le blouson de mon père, il est chaud et confortable, mais il est un peu court et me gêne un peu dans mes mouvements. Puis, je sors et je pénètre dans les entrelacs des rues de la ville. La nuit est tombée depuis des heures, pourtant le ciel est couleur saumon fumé, plutôt qu'orange vif. Ce soir, il y a probablement peu de gaz à brûler. Je prends les chemins de traverse qu'autrefois écolier je descendais en courant pour ne pas être en retard. Une fois près de l'école, je contourne la caserne des pompiers pour arriver aux abords du ruisseau. Ce cours d'eau maigre qui coule au fond de cette morne vallée où se loge la ville de mon enfance. La rivière tumultueuse qui autrefois avait creusé cette vallée s'est presque tarie. Elle est rouge des exudats de l'usine qui vomit dans l'onde un sang de rouille. Je laisse mon regard filer sur le faible courant. La lumière fade des réverbères me permet d'apercevoir un rat crevé de l'autre côté de la rive. Le froid de l'air est pénétrant et les fluides chauffés des circuits de refroidissement de l'usine qui se déversent là sont fumants. Des volutes de sinistres vapeurs roulent sur les eaux. Je fais encore 100 mètres dans le sens du courant avant de revenir sur mes pas. De temps en temps, je siffle fort pour attirer mon chat, mais aucune réponse. Après avoir arpenté les rues et les ruelles glissantes de mousse
et de pluie, pendant 1 heure ou un peu moins, les extrémités passablement rougies, je rentre, puis je me mets au lit. Le lendemain, triste et lent, le jour n'en finit pas de mourir. Enfin, la nuit tombe totalement. C'est de nouveau l'heure de sortir dans les rues. Comme la pluie est fine, je décide une autre incursion dans la ville cendreuse. Cette fois-ci, j'enfile mon propre blouson, mais j'emprunte l'écharpe de François. Je suis sur le point de partir quand Cécilia me tire par la manche pour me demander où je vais. « Je peux venir avec toi, s'il te plaît, j'ai jamais le droit de sortir le soir, mais je pourrais si j'y vais avec toi, s'il te plaît. » Demande à maman si elle veut bien. Ma mère n'est pas transportée par l'idée, mais elle ne peut refuser, car elle se plaint assez souvent que Cécilia ne connaît pas son grand frère. Ils n'ont jamais l'occasion d'être ensemble. « C'est entendu, mais couvre-toi et mets ta cagoule, et puis ne rentrez pas trop tard. » Je prends dans ma paume cette petite main blanche et froide. Je ne la serre pas, vraiment de peur de la casser. Ma sœur, cette inconnue, sera le petit feu de ma nuit. J'ose à peine la regarder au fond de ses trop grands yeux bleus, moi qui d'habitude prends plaisir à dévisager les gens d'un regard luisant et dérangeant, afin d'en comprendre les contours d'âme. Je suis désarmé par un seul de ces sourires aux dents pointues. Nous marchons sans dire un mot pendant près d'une demi-heure, dans les rues, tantôt étroites, tantôt trop larges. Cette alternance fait comme la pulsation d'un cœur. Nous sommes dans le cœur de la ville. Nous sommes seuls. Où sont les gens ? Hormis quelques ombres furtives qui passent au loin et quelques voitures conduites par des chauffeurs sans visage, nous sommes seuls. Nous-mêmes perdus, en son sein, ne sommes que des ombres dans la nuit. Tous sont retranchés chez eux, portes et fenêtres closes, comme pour mieux se protéger d'un mal qui rôderait dans l'obscurité. Je ressens ce danger diffus, et pourtant je suis étrangement serein. Peut-être que cette créature d'à moins d'1m30 et de 18 ans plus jeune m'apaise. Je la considère alors plus gravement. Je m'accroupis à sa hauteur pour mieux tenter de plonger mon regard dans le sien. Je connais quelqu'un qui a fait une promesse, mais la personne a beaucoup changé. Oui, mais si elle a beaucoup changé, c'est plus la même personne. Elle n'est plus obligée de tenir sa promesse. Je suis troublé par la logique presque mathématique de ce raisonnement. Après tout, ma petite brindille de sœur a probablement raison, mais j'ai le sentiment que ce raisonnement enfantin, amusant même, ne me permettra pas d'esquiver. Je me redresse, puis je prends la frêle créature aux yeux de libellule dans mes bras. Je marche avec elle contre ma poitrine, son menton encastré dans le creux que fait mon épaule inutile. On se tient chaud. Je marche ainsi jusqu'à l'entre-deux-mondes. De l'autre côté de cette rue, à l'endroit même où les maisons d'ouvriers en bande et les pavillons d'ingénieurs et les amas d'appartements à bas coût des années 80 s'arrêtent, commence l'usine et le crassier. Je n'avais que 10 ans quand mon père m'a emmené ici. Ce n'était pas une de ces visites guidées organisées par le service communication de l'usine, sécurisée, balisée, que l'on pouvait faire le jour en groupe. Cette incursion-là fut impromptue et déclenchée par une panne dans l'usine. L'usine, la seule raison pour laquelle et par laquelle la ville est là et pas ailleurs. Comme une annexe, comme une dépendance. La ville se nourrit de l'usine et l'usine se nourrit de la ville. Comme si l'une était la tumeur ou le parasite de l'autre. On appela donc mon père pour régler le problème. Il me dit de m'habiller car on partait sur l'instant. Ce n'était pas très loin, à peine 5 minutes en route. Mon père me dit de me baisser lorsque nous sommes apparus les immenses grilles noires de fer forgé. En passant devant le gardien rigide et livide du portail numéro 6, mon père présenta son badge qu'une machine cyclope à l'œil rouge colérique engloutit, ce qui commanda l'ouverture grinçante de la lourde barrière devant nous. Nous sommes arrivés à l'endroit même du rougissement qui diffusait dans le ciel de la ville. Cette muraille de tôle gigantesque et complexe, un entrecroisement hallucinant, se perdait dans un ciel constellé de petites lumières pâles. 5 cheminées d'acier faisaient comme les tours d'un obscur donjon, comme une citadelle
au pied de laquelle s'étendait le bourg. En entrant, tout d'abord, la chaleur moite et collante m'assaillit, puis une odeur ou un goût, à vrai dire les deux, pas franchement désagréable, mais provoquant une sécheresse extrême dans ma gorge, ma bouche, mon nez et mes yeux. Mon père mit un casque de plastique bleu sur ma tête et la sienne, et me dit de le suivre pas à pas. En posant sa large main sur son casque et sur le mien, pour mieux l'enfoncer, il répéta pas à pas. Le petit homme trapu se changea en équilibriste téméraire et adroit. Passa dessus et par-dessous des canalisations bruyantes, se fraya un chemin entre les cuves où se levaient des fumées irritantes blanches et chaudes, et les bidons. En passant, il tirait quelques vannes, montait quelques leviers, se retournait parfois pour voir si je suivais dans ce labyrinthe d'ombre et d'acier, ce que je faisais avec grande difficulté. L'usine semblait être l'écho miniature et concentré de la ville au dehors, avec ses ruelles, ses rues, ses avenues, ses boulevards et ses bâtiments. Et dans la ville, les ruelles, les rues, les avenues, les boulevards et les bâtiments semblaient être le plan développé de l'enchevêtrement de la machinerie complexe de l'usine. La ville était l'usine et l'usine était la ville. Au fur et à mesure de notre progression, l'air devenait plus épais et je toussais un peu plus. Enfin, nous arrivâmes au poste de contrôle. Il faisait nettement plus clair, mais l'air n'y était pas plus respirable. Les 4 ventilateurs rendaient l'atmosphère de la pièce plus supportable, même si les pales ne faisaient que brasser en continu un air vicié et acide. L'acrobate s'affairait sur un tableau de commande d'où bourgeonnaient quantité de voyants lumineux et d'indicateurs. Je restais à la fois perplexe et admiratif de cet homme qui, sans équivoque, évoluait ici dans un monde qui m'était étranger et que lui comprenait. Je fus surpris que sous un tel amoncellement de fer, les ondes hertziennes parviennent à une petite radio noircie et bardée de rubans adhésifs beige. Nous quittâmes le poste de contrôle, dont le seul confort se résumait à une plaque chauffante et un réfrigérateur rempli de bouteilles de sirop à l'eau. Nous prîmes un escalier qui s'enfonçait encore un peu plus dans les entrailles de l'animal aux côtes de fer blanc, si bas que le rougeoiement ne nous éclairait plus. Dans l'obscurité totale, les crissements aigus de la surface semblaient plus tourmentés, plus proches encore. Et je le perdis de vue. Mon père, qui ne répondit pas à mon appel, inquiet, avait traversé le long corridor devant moi pour allumer une litanie de petites lumières au sol, comme autant de cierges de l'église paroissiale Saint-Martin. Elles illuminaient le couloir de leur lueur ouatée, diffuse et presque divine. Nous déambulions sur des grilles à mailles serrées. En dessous, le vide me semblait absolu. Ce vide effrayant, sans fin, sans fond, sans commisération, froid, monstrueux, et pourtant si troublant d'attraction. J'y perdis mon regard comme j'aurais pu y abîmer mon âme et mon corps. Par endroits, les grilles absentes laissaient une ouverture béante vers le vide, prêt à nous happer. Derrière moi, je sentais les langues infernales du sinistre vide lécher mes talons. J'avais 10 ans, mais j'aurais tant voulu que mon père me prenne la main. Tout au bout du couloir, un autre escalier plongeait dans le vide. Mon père s'y engouffra et me dit de rester en haut. Soudain, de l'obscurité absolue, jaillit une lumière aveuglante. Je respirais plus calmement. J'essuyais mon front cuisant. Je surplombais cette vaste pièce et j'observais les larges quadrillages réguliers des cuves qui contenaient un produit d'aspect immonde, une matrice assez peu fluide et verdâtre sur laquelle surnageaient des plaques plus solides. Le tout fait toujours pour moi référence en matière de substances scatologiques et autres vomissures. Nous étions dans les boyaux de l'usine, dans l'estomac même de la ville. C'est là que les sucs gastriques des rancœurs agissaient pour ronger l'âme de la ville de son propre intérieur. Côte à côte, les rebords des cubes formaient un petit muret d'une 15aine de centimètres de large. Mon père sortit un mouchoir de sa poche et l'appliqua sur sa bouche et son nez. Il se hissa sur la première cuve à l'aide d'une échelle corrodée. Toujours une main sur son visage, il se stabilisa avec l'autre. Le petit homme, un pas après l'autre, avança sur le mince rebord, enveloppé d'un brouillard acide. Parfois s'arrêtait totalement pour tousser très violemment et se passer frénétiquement la main sur tout le visage, qui, à l'évidence, le démangeait cruellement. Il fit très vite pour parcourir les 20 derniers mètres. Il ouvrit,
et referma 3 vannes, un peu grippé, puis revint à mon niveau. Son corps plié en deux dans un effort de souplesse étranger à son espace général. Il expira et inspira profondément plusieurs fois du fond de ses poumons usés, les paupières closes, crispées et larmoyantes. Il toussa très fort, avec la résonance imaginaire que l'on peut prêter parfois aux sombres forêts de chênes. Oui, il était pareil à un grand chêne que l'on aurait tenté de déraciner. On entendait les bruits sourds des craquements des racines qui se brisent dans le sol. Allez, la pression est retombée, c'est fini, on rentre. C'est un souvenir à la fois effrayé, fiévreux et contemplatif qui me reste de cette intrusion dans l'intimité du travail de mon père. Nous avions purgé pour un temps au moins les aigreurs funestes de la ville à la surface. Tout son malheur pourrait de nouveau s'y accumuler pour un temps. Je m'aventure sur le petit sentier qui longe la clôture, quand Cécilia, qui regarde dans mon dos, me dit de m'arrêter. Elle veut descendre, et elle glisse de mes bras, comme une petite anguille. Elle prend une des branches mortes qui jonchent le sol, de terre battue rendu glaiseux par la pluie. Elle retourne sur mes pas, environ 4 mètres, et retourne du bout de sa branche une petite masse sombre, cachée dans les hautes herbes. Je m'approche, et je reconnais le petit cadavre mouillé d'un animal. D'un lapin peut-être. Comme je m'approche encore, je vois que la dépouille est celle d'un chat. Cécilia, silencieuse, se contente d'appuyer avec insistance sa branche sur l'abdomen de l'animal mort. Une idée terrifiante me vient à l'esprit. Il me semble reconnaître mon chat. Je me mets tout à fait près du petit corps inanimé et détrempé, qui sans équivoque est bien la dépouille du chat. Un pincement aigu saisit mon cœur. J'ai la sensation que l'on passe dans ce dernier dans un de ces petits appareils très coupants, rapides et sans danger pour les doigts, payables en 3 fois, qu'on présente dans les émissions de téléachat. Je sens également que mes yeux sont mouillés, comme s'ils étaient irrités par un jet de jus d'écorce ou de mandarine. D'une main, j'attrape les 2 pattes avant du chat, pour mieux me rendre compte de son sommeil profond. Aucun doute possible, le chat est mort. Sa carcasse n'est pas encore assez abîmée, mais elle est passablement froide. Rien ne permet de déterminer la cause de la mort. Peut-être a-t-il mangé de la viande empoisonnée à la strychnine, meurtre perpétré par un jardinier maniaco-dépressif qui ne tolère pas les déambulations félines au milieu de ses carrés de fraises. Fraises de toute façon blanches et insipides faute de soleil. Le chat est donc mort comme on tue les rats, triste ironie du sort. La ville vorace l'a pris lui aussi, comme elle en a pris d'autres, comme elle en prendra d'autres encore. Je saisis le petit corps en passant ma main en dessous. Cécilia serre mon autre main. Maintenant, nous rentrons tous les 3 calmement. Cécilia retrouve sa mère, et moi, évitant de montrer le macabre spectacle. Je trouve une vieille boîte à chaussures, de la taille 43, dans laquelle je mets l'animal. Je n'ai plus envie de tenir ma promesse. Je n'y suis plus obligé. Demain, je repartirai. Dans l'heure, je creuse un trou au pied du vieux cerisier du fond du jardin, pour y mettre le petit cercueil. J'enterre avec lui les derniers bons souvenirs de ce qui me lie à ma ville.